Bien, écoutez, je vous propose de vous asseoir pour ceux qui sont là, ceux qui ont déjà eu le temps de manger. Puis on sait que la moitié des gens qui sont en train de manger vont bientôt venir nous retrouver. Alors, le thème de l'échange, là, c'est la transition peut-elle être juste ? On pourrait le traduire en comment réconcilier gilets jaunes et gilets verts. L'introduction de la table ronde en fait est un peu décalée puisque Emmanuel Vargon a complètement introduit le sujet dans la plénière, donc c'est un point important par rapport à ça. Alors sur ce sujet-là, gilets jaunes, gilets verts, quand on regarde les impacts du changement climatique, les deux premiers secteurs qui comptent, c'est le bâtiment et le transport. Et quand on regarde les dépenses des Français, c'est d'abord le bâtiment. Ensuite, l'alimentation, le transport vient en troisième. Donc, on voit qu'on a vraiment un sujet autour de des thématiques bâtiments et déplacements qui sont absolument clés. Alors, et ça pose notamment la question des territoires. Pour cette table ronde, on va donc accueillir Marc-Olivier Padis, qui est directeur des études à Terra Nova. Il a sorti il y a quelques mois une étude prospective sur habiter dans 20 ans, dont il va nous parler. Et il vient de publier une note très intéressante sur le rythme de vie dans la métropole. Sujet important. Il vient nous décrire quelques scénarios possibles de transition. Et puis la deuxième intervenante sera Hélène Pesquine, qui est secrétaire générale du PUCA, où elle mène notamment des travaux sur ce sujet de la précarité énergétique, associant bâtiment, déplacement, et sur les moyens d'agir intelligemment là-dessus, en tenant compte évidemment de la diversité des territoires. Monsieur Padis. Merci beaucoup, merci de votre invitation, merci de votre présence. Donc d'un mot très rapide, Terra Nova, on est un laboratoire d'idées qui se donne pour objet de formuler des propositions progressistes en matière de politique publique. Donc nous sommes généralistes, nous abordons beaucoup de sujets. Là, on s'est lancé dans un exercice de prospective à 20 ans avec un groupe d'experts dans lequel il y avait des spécialistes du logement, des économistes, des urbanistes, des géographes. Nous avons donc travaillé pendant 1 an avant de faire cette proposition. Alors je ne vais pas présenter en fait le rapport de façon linéaire parce que le sujet que nous avons maintenant c'est la transition peut-elle être juste, et donc je m'attacherai à cette question essentiellement, essayer de répondre en m'appuyant sur notre étude. Alors la transition ah oui, non, c'est celui-là, décidément. Merci beaucoup. Donc, je vais aller assez vite. Voilà, on va dire. La transition, je le prends au sens large. C'est pas simplement transition énergétique, c'est pas simplement isoler mieux les bâtiments. Ça, c'est ce que vous connaissez très bien, c'est votre métier, ou changer les manières de construire, etc. La transition, au sens juste, c'est comme vous l'a dit dans l'introduction, c'est le coût global de la transition, savoir la dépense d'énergie. Et la dépense d'énergie, c'est le logement plus la mobilité, plus le mode de vie, d'une façon générale. Vos loisirs, vos vacances, etc. Et ce qui nous est apparu, c'est que donc, nous, on s'est concentré dans ce rapport, donc, que vous pouvez trouver gratuitement sur notre site. Vous tapez dans un moteur de recherche Terra Nova, vous trouvez. Donc tout ça est accessible. Donc nous, ce que nous avons voulu faire, c'est pas un travail technique sur la prospective, comment est-ce qu'on construira dans 20 ans, ça la Fédération française du bâtiment le fait, ou d'autres acteurs, et puis peut-être vous le ferez par la suite. Ce que nous avons voulu faire, c'est voir ce qui, dans les modes de vie, pouvait changer notre rapport à l'habitat dans les 20 ans qui viennent. Et ce qu'on voit de ce point de vue-là, donc la transition au sens large, et peut-elle être juste, la question c'est, aujourd'hui le logement est un des facteurs d'inégalité sociale très fort en France. Et donc la question c'est, est-ce que le logement va devenir, dans les 20 ans qui viennent, un facteur de davantage d'inégalité, ou est-ce qu'on peut corriger les inégalités qui sont liées au logement ? Et pour cela, la première question à se poser, c'est celle des inégalités territoriales. Quelles sont les inégalités de vie en fonction de la localisation sur le territoire ? C'est pour ça que nous avons pris la première question que nous avons traitée, c'est où allons-nous habiter
dans 20 ans. Et pour répondre à cette question-là, nous avons repris une carte donc, qui est projetée là. Donc on a repris, c'est la carte du CGET, un commissariat général à l'égalité des territoires, puisque en France, on est très attaché à cette idée d'égalité des territoires. Et justement, à l'horizon 2040, donc c'était exactement notre sujet, donc 3 commentaires sur cette carte. Vous voyez en bleu les zones qui vont perdre de la population. Ça, c'est ce que les géographes connaissent très bien comme sous le nom de diagonale du vide. C'est ce territoire français entre les Ardennes et les Cévennes qui perd de la population. En 2040, il va continuer à perdre la population. Mais vous voyez que cette carte, en fait, elle est déformée en fonction des chiffres. Plus vous avez de population, plus on a étendu la surface, et moins il y a de population, plus c'est contracté. Et donc vous voyez que les territoires qui vont perdre de la population sont déjà des territoires peu peuplés. Ça veut dire qu'en fait, ça ne va pas avoir un impact majeur sur l'équilibre du territoire. C'est regrettable pour ces territoires, ça, bien sûr, mais dans le fond, c'est déjà la situation qu'on connaît. Ces territoires perdent de la population, ils vont encore en perdre un peu, mais ce n'est pas véritablement une surprise. Deuxièmement, vous voyez bien sûr la grosse déformation de Paris et de la région parisienne qui regroupe plus que proportionnellement, on peut dire, sa population. Mais vous voyez que la couleur est assez pâle. Ça veut dire que ce n'est pas là que la progression de la population va se faire le plus. Donc contrairement à une représentation qu'on a le plus souvent avec l'idée que c'est Paris et la région parisienne qui absorbent toute l'énergie, toute la croissance, toute la population, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ce qui va se passer. D'ailleurs, Paris intramuros perd de la population depuis plusieurs années. Et donc la croissance ne va pas se faire à Paris et dans la région parisienne, elle va se faire un peu, mais c'est pas là le phénomène le plus marquant. Le phénomène le plus marquant, vous le voyez avec les couleurs plus sombres, c'est ce que le CGET appelle le développement de la France en U, c'est-à-dire la France des littoraux, depuis la Bretagne nord jusqu'à la Méditerranée, jusqu'à Nice, et puis en remontant vers les Alpes, qui sont aussi très attractifs. Et dans cette France en U, ce sont les métropoles qui vont se développer le plus. Alors là aussi, attention, on dit aujourd'hui les métropoles se développent, le reste du pays ne suit pas. C'est pas du tout le cas. D'abord, toutes les métropoles se développent pas. Si vous regardez Lille, Strasbourg, ne sont pas de façon si favorable. Et d'autre part, les métropoles entraînent avec elles aussi leur territoire. C'est quelque chose qu'on peut discuter d'ailleurs, mais c'est un point important. C'est quel est le rapport des métropoles à leur territoire. En tout cas, c'est pas la situation caricaturale d'une rupture territoriale entre métropoles strictement et puis ce qui est autour. Donc qu'est-ce qui explique ce développement de la France en U ? Donc le développement des métropoles de province. Deuxièmement, le déplacement des personnes retraitées qui cherchent deux choses, le soleil et la proximité de la mer. Et puis, troisièmement, le dynamisme propre de ces zones-là qui ont leurs propres atouts. Donc voilà où on va habiter. Mais maintenant, ça c'est à l'échelle globale. Si on regarde à l'échelle plus fine, à l'échelle locale, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un phénomène qu'il faut bien avoir en tête, qui est très très visible. Là, c'est à nouveau des cartes du CGET qui remontent 75, 90, 2012. C'est que vous avez donc en rouge les endroits où, disons, la croissance de la population résidente est supérieure à la croissance des emplois, et en bleu, le contraire. Et donc, d'un mot, qu'est-ce qui se passe ? On voit donc le bleu, là où on crée les emplois, et en rouge, là où où les gens s'installent pour habiter. Et donc, vous voyez que ce qu'on appelle le développement métropolitain est en fait un phénomène à deux temps. Dans un premier temps, concentration dans la métropole, mais ce qui se concentre dans la métropole, c'est la création d'emplois. Et dans un deuxième temps, en halo, autour de la métropole, diffusion de l'habitat. Donc ça veut dire que les métropoles se développent, mais aussi le territoire autour des métropoles, avec évidemment les phénomènes d'étalement urbain, et on sait donc l'habitat pavillonnaire, tout ce type de développement. Mais ça veut dire aussi que la distance entre le travail et l'habitat s'accroît depuis toutes ces années, et probablement on va continuer à s'accroître. Ce qui veut dire, comme nous l'avait dit la personne du CGET qu'on avait auditionné, le problème du logement dans 20 ans, c'est d'abord un problème de la mobilité.
C'est qu'on est tous de plus en plus mobiles, et donc ça pose une question. Alors là, pour le coup, là, on a une question de justice de la transition, c'est-à-dire comment est-ce qu'on supporte le coût de cette mobilité pour accéder aux emplois de centre-ville. Alors, on arrive à cette sorte de contradiction qu'on noue, c'est que la concentration métropolitaine arrive à un point de saturation. On ne peut pas construire, par exemple, à Paris intramuros, on est déjà une des densités les plus fortes du monde. Ça ne sert à rien de dire qu'on va construire des étages à Paris. Et d'autre part, l'étalement urbain, lui, pose un problème de transition environnementale, parce que les impacts négatifs de l'étalement urbain, en termes d'équipement, de construction de routes, de raccordement, d'emprise sur les terres agricoles, etc., tout ça est très négatif. Donc comment est-ce qu'on fait dans une situation où on peut pas concentrer davantage et il ne faut pas étaler davantage? C'est un peu la contradiction dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, on peut imaginer, ce qu'on a imaginé dans notre rapport, c'est que justement les modes de vie s'adaptent, se transforment et font que la ville dense peut devenir peut-être encore plus dense, par exemple, ou peut devenir plus vivable avec ces contraintes liées à l'emplacement. Donc il y a des tas de situations, je vais aller assez vite parce que il faut qu'on ait le temps pour la discussion, mais donc par exemple le monde du travail évolue très très vite. Le temps où chacun avait son espace réservé, ses mètres carrés réservés dans ses bureaux, etc., c'est en train de changer. Il y a beaucoup d'espaces de coworking qui s'ouvrent, par exemple dans le cadre des nouvelles gares du Grand Paris Express. La SNCF prévoit des espaces de coworking dans toutes les nouvelles gares. Et puis, le télétravail est une très bonne façon de répondre à cette contrainte de la mobilité. Un salarié qui ne se déplace pas, il gagne en moyenne 2 heures par jour, et il gagne donc du temps pour travailler, mais aussi il a économisé de l'énergie, il est moins stressé, il a plus de disponibilité, etc. Il y a beaucoup d'initiatives d'habitat partagé, d'habitat intergénérationnel, qui fait que les lieux peuvent être occupés de façon un peu différente par rapport à un immeuble classique qui se vide pendant la journée et qui se remplit le soir. On peut imaginer des partages de l'habitat plus forts, je n'insiste pas là-dessus, c'est dans notre rapport. Donc, comme je l'ai dit, le logement aujourd'hui est un facteur d'inégalité très très important. Bon, il y a toute la question de quelle va être la politique publique pour le logement social, le logement d'urgence qui est mal organisé aujourd'hui, les questions d'insertion, etc. Et puis l'habitat durable, comment on fait pour imaginer un habitat plus soutenable. Alors, si on rassemble tout ça, on arrive à toute une série de variables que j'ai répertoriées ici, et donc qui rappellent donc des variables où nous on a mis en avant d'abord des changements, enfin à la fois des vraies contraintes, enfin des tendances de fond. La métropolisation, c'est pas un cas français, c'est mondial, c'est une dynamique mondiale. La contradiction de l'occupation du territoire entre densité et resserrement. Des choses plus qualitatives comme l'évolution du travail, le changement de la vie familiale, des tendances de fond qui sont déjà devant nous comme le vieillissement de la population, la transition, la révolution numérique qui a commencé dans les logements, qui va avoir un impact sur nos manières d'habiter, et puis des choses plus difficiles à saisir. Par exemple, est-ce que l'économie du partage va se développer au point de transformer notre usage de la ville ? C'est pas évident. Bon, on le voit par exemple dans l'automobile que l'économie du partage a fondamentalement changé le rapport, surtout des jeunes générations, à l'automobile, et peut-être qu'il y aura quelque chose de semblable pour le logement. Alors on est arrivé à 4 scénarios en fonction de la manière dont on fait varier tous ces éléments. Le premier scénario, dans le fond, c'est si on poursuit la dynamique actuelle, sans rien changer, si on prolonge simplement les courbes, eh bien ce qu'on voit, c'est une concentration métropolitaine plus forte, avec donc ce développement halo-pavillonnaire autour, avec des contraintes de transport, donc toujours plus de temps passé dans les transports, toujours plus d'énergie dépensée dans les transports, toujours plus d'infrastructures à construire,
Et puis un impact écologique évidemment très, très négatif. Et puis sur le point de vue des inégalités, des écarts qui se creusent entre les jeunes ménages qui veulent accéder au logement, devenir propriétaires, et puis ceux qui sont déjà installés, et surtout les propriétaires, surtout ceux de centres de métropole, qui voient leur capital, leur patrimoine augmenter. Le deuxième scénario, ce qu'on pourrait imaginer, c'est une sorte de scénario de rupture, la saturation urbaine. C'est-à-dire que les inconvénients de la vie en métropole deviennent trop nombreux. Il fait trop chaud l'été, il y a des inondations, le stress est trop important, les transports ne suivent pas. Et du coup, même les entreprises, finalement, décident de se délocaliser, ou les gens décident de partir à la campagne pour travailler en télétravail, en étant mieux installés, et vivre moins dans ce rythme de la métropole. Alors l'impact écologique pourrait être un peu mixte. C'est-à-dire une ville finalement qui concentre beaucoup de nuances, et puis des personnes qui vont vivre à la campagne en low-tech avec d'autres modes de vie, des néo-ruraux, les circuits courts, le potager dans le jardin, etc. On voit qu'il y a des modes de vie qui se développent déjà comme ça. Et puis du coup vraiment un clivage, mais plutôt culturel que social, entre les urbains et les néo-ruraux qui ont des modes de vie alors qui divergent complètement. Troisième scénario, celui où on imagine que l'économie du partage va vraiment transformer la ville. Là, c'est un peu un pari, mais avec du partage. Donc, ça veut dire du partage à l'échelle des logements. Ça veut dire qu'on imagine, comme il y a déjà beaucoup de projets architecturaux qui sont comme ça, où les habitants d'un même immeuble partagent plus que les parties communes, plus que les buanderies communes. On peut imaginer une chambre d'amis commun à l'échelle de l'immeuble, ou une grande cuisine, une grande salle de réception, une salle de travail partagée en télétravail, par exemple. Donc, on peut imaginer finalement que les locaux, nos habitations qui sont vides en fait la moitié du temps, pourraient, avec un usage beaucoup plus souple, être utilisées de façon plus intense, mais d'une intensité agréable à vivre, qui ne soit pas stressante. Et donc ça induirait beaucoup de choses sur imaginer des changements d'architecture, des transports qui seraient plus faciles parce que les rythmes décalés seraient plus nombreux pour éviter les moments de congestion urbaine, un travail qui serait plus métro boulot dodo, mais à un moment où on joue plutôt des temps décalés, ou de travailler chez soi, ou des bureaux modulables, flexibles, etc. Et puis un impact écologique plus positif, avec moins de temps de transport, moins d'étalement urbain. Et puis, alors, un scénario positif, là, du point de vue, une transition juste, c'est-à-dire des relations de proximité qui facilitent les échanges et la solidarité entre voisins. Et puis, mon dernier point, un dernier scénario, le réseau des métropoles, c'est d'imaginer en fait quelque chose d'assez équilibré sur le plan du territoire, comme c'est pratiquement le cas en France. En fait, on a la chance d'avoir... notre territoire est un atout, même si on parle toujours de fracture territoriale. En réalité, si, comme sur la carte du CGET que je vous ai montré, les métropoles de province se développent, et qu'elles soient bien reliées entre elles, et qu'elles aient des relations harmonieuses avec leur environnement, ce qui fait beaucoup de si, on peut imaginer en fait un système beaucoup plus positif qui éviterait, qui serait capable de faire face à tous les inconvénients annoncés de la transition environnementale. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce panorama avec ces 4 scénarios contrastés qui donnent pas mal d'idées. Hélène Pesquine, alors, vu de votre place au PUCA, comment vous voyez ce sujet gilet jaune et gilet vert ? Alors, bonjour à tous. D'abord, un petit mot sur le PUCA à mon tour. Donc, le plan urbanisme, construction, architecture, qui est le service de recherche et d'expérimentation du ministère de la Cohésion des Territoires, pour le faire court. Mais en gros, on mobilise des chercheurs en sciences humaines et sociales sur les stratégies urbaines et territoriales, et puis des professionnels de la construction, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, et entreprises sur le progrès technique, technologique et les performances du bâtiment, et en particulier du logement. D'abord, une petite intervention un peu typique d'ailleurs du monde de la recherche, mais pour poser différemment la question. Moi, je ne crois pas qu'il faut poser la question de savoir si la transition peut-elle être juste.
la transition, en tout cas écologique, elle doit être juste, sinon elle ne sera pas. Et d'ailleurs, on nous le fait bien comprendre avec les mouvements sociaux qui sont en cours aujourd'hui. Les gens ne rentreront pas, la société ne se mettra pas en mouvement pour réduire son impact environnemental si ça crée des effets de fracture ou d'inégalité, à la fois économique d'ailleurs et sociale. Donc ça paraît quasiment une injonction, une obligation que d'arriver à trouver les moyens de faire cette transition juste. Et puis cette transition écologique, elle arrive au moment où tout un tas d'autres mouvements très forts de rupture sont en cours, y compris, ça a été dit déjà par Marc Olivier, mais des transitions sur les modèles économiques avec ces effets de la mondialisation dont on n'a pas encore bien perçu tous les effets territoriaux, avec l'intelligence artificielle et le numérique qui prend une place tout à fait nouvelle, à la fois dans les services urbains et dans les pratiques et les comportements au quotidien, mais aussi dans les modes de vie, on verra sur ces questions de mobilité. Et puis, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler transition, mais en tout cas, un défi social particulier, social et sociétal, autour de l'accueil et de la solidarité qui sont créés par des mouvements mondiaux de migration et de déplacement, dont les territoires sont aussi, à un moment donné, les récipiendaires. Et donc, c'est un peu sur toutes ces questions qu'on travaille au PUCA et comment les professionnels, les élus, les professionnels de la ville, de la construction, des services urbains peuvent agir, je pense, en essayant de se positionner, ça a été dit un peu tout à l'heure, à la place finalement de chacun de ces agents économiques, de ces acteurs dans le territoire qui a à faire des choix pour arriver à rentrer dans ce mouvement de la transition. Si je reprends l'idée des gilets jaunes et des gilets verts, on ne sait pas très bien qui sont les gilets jaunes, je ne voudrais pas essayer d'en donner une description précise, mais une des caractéristiques en tout cas de ce mouvement au départ, ça a été de s'élever contre l'augmentation du prix du carburant, parce que ce sont des personnes, pour la plupart d'entre elles, je dis elles parce que je n'en suis pas, mais c'est ce qu'on nous a montré, qui ont des mobilités obligatoires, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire des kilomètres pour se déplacer, pour aller travailler, et qui de toute façon sont totalement pris captifs de ces coûts de mobilité, et donc évidemment qu'ils sont très sensibles à l'augmentation du prix du carburant. En même temps, une partie en tout cas de cette population telle que on a pu la découvrir est aussi logée dans des conditions d'habitat relativement homogènes, et notamment dans ces zones pavillonnaires et de lotissement qu'on évoquait ce matin, qu'Emmanuel Vargon évoquait ce matin. Et donc si on regarde d'une manière un peu systémique, comme l'évoquait Marc Olivier, cette question du rapport entre la mobilité et l'habitat, et qu'on se place au cœur de ces territoires périurbains, pavillonnaires, éloignés des zones d'emploi, qui d'ailleurs ont été conçus pour être proches des zones d'emploi à l'époque et qui aujourd'hui en sont éloignés parce que les emplois se sont déplacés. On peut regarder différemment cette équation de combien me coûte la transition. Et donc je reviens à nos métiers. Finalement, on peut aussi orienter du coup les politiques publiques sur les économies d'énergie dans le logement, si en tout cas on considère qu'il y a un intérêt collectif à augmenter le prix du carburant pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre des déplacements. Et donc de regarder de manière un peu systémique cette question en disant finalement on a quand même des moyens d'intervention et des outils techniques pour améliorer la performance énergétique des logements et en particulier de l'habitat diffus, c'est quand même une manière de répondre à cette question de je suis la victime de transition, puisque on ne considère pas mon cas et donc mes ressources et ma capacité à répondre à mes besoins quotidiens de manière suffisamment, je dirais, systémique ou intelligente. Première réflexion, en matière d'outils sur la rénovation énergétique de logement, bon, c'est vraiment un sujet sur lequel vous en savez tout à fait autant que moi, mais on a développé des outils de massification. Un d'entre eux est piloté par le plan urbanisme construction architecture, c'est celui des sociétés de tiers-financement, qui sont des sociétés publiques qui se positionnent à la fois en offre financière et en offre technique pour aider les ménages à rénover leur logement, qui donc sont pour la plupart d'entre elles aujourd'hui des sociétés régionales, qui ont le droit de prêter, puisqu'elles ont obtenu une dérogation au code monétaire et financier pour le faire, et qui peuvent être des acteurs de la massification, de la rénovation des logements privés, en particulier dans les copropriétés et dans les zones pavillonnaires. C'est le cas dans les Hauts-de-France, par exemple. Voilà un exemple d'outil qui mobilise à la fois des professionnels de la construction et une ingénierie financière, et qui peuvent être aussi des outils pour les banques privées, progressivement, pour rentrer dans ce marché. Et par ailleurs, un outil de négociation avec les filières de la construction, puisque elles ont en face d'elles, d'abord elles ont la capacité à mobiliser des clients
pour ces artisans, et en plus, en face d'elles, un milieu professionnel qui est relativement important, puisqu'elles agissent à l'échelle régionale. Donc, première proposition, en tout cas, pour essayer d'ouvrir un peu les solutions vers une transition juste, quand, encore une fois, et si elle ne l'est pas, il n'y aura pas de transition. Il y a évidemment cette question de l'étalement urbain, donc qu'on évoquait à l'instant. Au PUCA, nous, on a lancé une réflexion sur les zones pavillonnaires en considérant que, évidemment, qu'il faut faire zéro artificialisation supplémentaire. D'ailleurs, c'est une injonction européenne. Maintenant, il faut éviter de couvrir les espaces naturels et agricoles de nouvelles constructions. Mais en fait, la ville étalée, elle est déjà là. C'est déjà de la ville constituée. La plupart des villes aujourd'hui sont étalées en zone pavillonnaire, résidentielle et en zone commerciale, d'ailleurs, autour de leur centre historique, parce qu'il a bien fallu, à un moment donné, loger les gens. Donc, en fait, on est déjà dans une forme de stratification de cette ville étalée. Et donc, la question, elle est de porter le regard sur ces espaces. Alors, nous, en l'occurrence, au PUCA, on travaille plutôt sur les espaces de logement, puisque c'est un peu notre histoire. On travaille plutôt sur les zones pavillonnaires, mais on peut aussi bien regarder les zones commerciales et d'activité et s'interroger sur leur rapport au sol et donc la capacité à densifier ou à désartificialiser, au contraire, en fonction du besoin des territoires en question. Donc, autre outil à la portée des aménageurs et des pouvoirs publics, comment rentrer dans finalement des territoires qui sont complètement privatisés, les lotissements, ils appartiennent à leurs propriétaires, où il n'y a aucun, ou très peu en tout cas d'espaces communs, d'espaces publics et de fonctions urbaines, et de les considérer comme des quartiers de la ville, au même titre que les quartiers urbains en politique de la ville, c'est-à-dire les grands ensembles, ou les cœurs de ville. Est-ce qu'on, enfin, en tout cas, c'est là-dessus qu'on réfléchit. Est-ce qu'on peut considérer que ces périmètres spécifiques de zones résidentielles doivent faire l'objet de projets d'aménagement qui s'interrogent sur les fonctions qu'ils peuvent, enfin les fonctions urbaines auxquelles ils répondent, évidemment du logement, mais peut-être aussi demain des fonctions de proximité, de commerce, d'équipement, de services collectifs, et tout à fait dans la ligne de ce qui vient d'être dit, au service des habitants du quartier, et donc limitant les déplacements aujourd'hui très contraints vers l'ensemble de ces équipements et de ces services. Deuxième piste. Et puis troisième enjeu, c'est celui de la gouvernance. Alors on travaille aussi au PUCA beaucoup avec les métropoles régionales. On a un programme de recherche qui réunit 15 métropoles françaises aujourd'hui, donc hors Paris, c'est-à-dire à peu près toutes les grandes villes ayant le statut de métropole, puisqu'il y en a 22 en tout. Qui s'interroge justement sur la relation centre-périphérie, beaucoup, et sur la manière dont, en tant que métropole, commandant un territoire, ayant cette capacité quand même d'accueillir des emplois, d'exercer les fonctions, ce qu'on appelle les fonctions de centralité ou les fonctions supérieures métropolitaines, y compris l'hôpital, la préfecture, tous les services sociaux, etc. Comment est-ce qu'elles peuvent agir sur cette interaction entre le centre et la périphérie ? Et aujourd'hui, c'est une question qui nous est beaucoup posée par les élus. Finalement, c'est quoi mon récit de métropole quand j'essaye d'assumer ou d'affirmer cette responsabilité ? Comment je m'adresse à des administrés qui sont dans les zones périurbaines et qu'est-ce que je leur offre finalement comme service métropolitain qui fait qu'elles ne se sentent pas exclues, ces populations ? J'ai un exemple précis à Rouen. À Rouen, on travaille sur les mobilités numériques, notamment la voiture autonome, en particulier parce que Rouen, la métropole de Rouen accueille une grosse partie des installations de Renault. Et donc la question, c'est est-ce que je peux offrir un service de mobilité équivalent à celui que j'offre aux habitants du cœur de ville, du périurbain, grâce aux évolutions, au pilotage numérique des mobilités, etc., avec notamment de la voiture autonome, du service à la demande, etc. Est-ce qu'à un coût acceptable pour la collectivité, je peux offrir un service qui est de nature métropolitaine à des gens qui se sentent exclus de la dynamique métropolitaine ? Donc ce lien mobilité-habitat, je rejoins ce qui a été dit, il est extrêmement prégnant dans la manière dont on peut considérer la justice sociale et spatiale de la transition écologique. Et puis on a un autre effet, parce que
on est assez sensible à ne pas faire de la transition un levier, enfin un discours sur la décroissance, sur le local, le très local, l'autarcie territoriale, ce qui en fait est une utopie complète dans une économie mondialisée et qui par ailleurs n'est pas profitable au territoire. Un territoire peut être le lieu de production d'un vin ou d'un fromage à appellation d'origine et qui a tout intérêt à être exporté à l'extérieur de sa région de production. On peut être le lieu de production d'un matériau de construction, de béton de chanvre ou d'un isolant issu des matériaux locaux ou de la production locale qui a une valeur ajoutée spécifique et donc qui a intérêt à être exporté. Donc on n'est pas dans un modèle où finalement c'est l'autarcie territoriale qui va répondre à l'enjeu de la transition juste. Mais à l'inverse, on se pose cette question de la relation entre la concentration et la dispersion et de la manière dont une autorité locale, en tout cas, peut répondre à cette question de justice sociale liée à la transition. J'ai un autre exemple en tête qui est à Orléans. À Orléans, en tout cas dans l'Hinterland de la métropole d'Orléans, il y a un énorme problème d'accès aux soins. Il n'y a pas de médecins, il y a très peu d'équipements hospitaliers et l'hôpital même d'Orléans n'est pas un centre hospitalier universitaire parce qu'il est à Tours. Donc se pose la question dans ce territoire de la médecine, de l'accès aux soins. Et le président de la métropole d'Orléans, dans le cadre de ce programme de recherche qu'on a lancé sur la métropole et les autres, la relation au territoire, nous dit écoutez, moi je vais regarder cette question de la santé et regarder comment je prends mes responsabilités en développant un service de télémédecine ou un service ou un dispositif de maison de la santé ou de maison médicale territorialisée qui répondent à ce besoin. Donc il y a aussi à réfléchir à la manière dont face à des défis qui sont ceux des territoires aujourd'hui, on trouve des solutions finalement à la fois grâce au numérique et grâce à la concentration d'un certain nombre de services auprès des habitants. Voilà à peu près ce que je voulais dire sur le sujet. Peut-être simplement en s'adressant un petit peu plus à notre milieu professionnel, hein, j'en suis aussi, il y a quand même tout un tas de questions à se poser autour de la ressource locale, j'en parlais tout à l'heure, y compris dans les matériaux de construction, mais aussi donc à regarder spatialement dans l'épaisseur du sol finalement, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour répondre à cette question de justice sociale quand on essaye de réduire son empreinte environnementale. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ah, tout le monde digère. Allez-y. Il y a un micro qui est prévu pour faire passer ? Il y a quelqu'un une question là, puis après moi j'en aurai une. La personne est là. Vous n'avez pas de micro ? Vous vous présentez, oui, s'il vous plaît. Bonjour, Éric Gérard, je suis maître d'ouvrage. J'avais plus une remarque et puis une idée dont je ne suis pas sûr de l'intérêt, mais qui peut être amusante. Il y a des injonctions qui sont un peu paradoxales parfois. On dit il faut augmenter le prix du pétrole pour limiter les déplacements, mais pour les gens qui sont obligés de se déplacer, il faut baisser le coût de leur chauffage pour qu'ils puissent continuer à se déplacer. Donc, finalement... Bon, dans cette idée de rendre juste la transition écologique, je me disais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un permis de polluer individuel que chacun pourrait utiliser dans un respect des objectifs, par exemple de Paris. Ceux qui seraient très vertueux pourraient revendre le permis de polluer qu'ils n'ont pas utilisé, donc les gens qui se déplacent peu, qui n'utilisent pas l'avion pour partir en vacances, qui ont une consommation qui est relativement vertueuse et mangent peu de viande, auraient un moyen de s'enrichir grâce à la transition, et ceux qui sont des gros pollueurs devraient trouver un moyen de racheter des crédits et donc compenserait de cette manière-là. Réaction par rapport à ça ? Oui, c'est une question très pertinente et elle fait l'objet déjà de pas mal de réflexions autour de la notion de budget carbone individuel, voire de budget carbone d'entreprise. Aujourd'hui, on a créé le budget carbone dans la loi plutôt à l'échelle nationale pour essayer de traduire en actes et en évaluation les objectifs et les ambitions de la France dans l'accord de Paris. C'est un concept, le budget carbone, qui existe dans d'autres pays, qui existait déjà en Grande-Bretagne d'ailleurs avant que la France le mette en place dans le cadre de sa stratégie bas carbone. Mais on peut imaginer
que ce dispositif, effectivement, descende jusqu'à l'échelle du citoyen, des collectifs qui peuvent être des entreprises ou des personnes individuellement, pour répondre à cette interrogation. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé l'outil exact. Déjà, on a déjà beaucoup de mal avec le carnet numérique du logement, si on doit aller au budget carbone des citoyens. Voilà, ça risque de devenir vite une usine à gaz, donc il faut réfléchir à la manière de le faire, mais c'est une notion qui devient effectivement importante. Je rebondis simplement sur votre première remarque, parce que j'ai un peu simplifié en disant on va continuer de laisser les gens rouler comme ça, en équilibrant leur budget entre mobilité et habitat. Mon propos, c'est plutôt de dire on ne peut pas renoncer au signal prix carbone, parce qu'il est absolument indispensable de donner des incitations à réduire les distances, à améliorer les technologies pour qu'elles soient moins émissives. Donc il faut trouver des moyens de compenser à court terme les effets de ces augmentations du prix du carbone. Mais pas du tout, évidemment, à long terme, de renoncer à réellement baisser les émissions. Ça, c'était pas mon propos. Je vais faire un petit test. Est-ce que chacun d'entre vous sait faire son bilan carbone rapide ? Il y a une solution extrêmement facile. Vous prenez vos revenus en euros, vous divisez par 2,7 et vous avez votre poids carbone. C'est extrêmement simple. Alors, c'est vrai pour le français moyen. 11 tonnes et demie de carbone et je ne sais plus combien de PIB par personne. Donc ça vous donne un truc tout bête pour vous rendre compte de ce poids carbone, ce qui pèse. Ça montre d'ailleurs que ceux dont on dit parfois qu'ils polluent beaucoup ne sont pas forcément ceux qui ont des revenus tels qu'ils polluent plus. Ça peut changer un peu une vision. Je peux dire quelque chose ? Oui, bien sûr. Juste compléter, je suis d'accord avec Hélène. Alors, on voit l'avantage de votre idée de permis de polluer. Nous, on voit deux limites, parce qu'on fait des propositions aussi sur la fiscalité carbone. Donc, la première limite, c'est on ne peut pas s'empêcher d'avoir un raisonnement moral, malgré tout. Et donc, sur le fait que, par exemple, moi, je suis un bobo de centre-ville, et donc, je vais pouvoir vendre mes droits à polluer à des gens qui sont obligés d'utiliser leur vieux véhicule diesel. Donc, ça me fait un revenu, alors que j'ai déjà un supérieur revenu au leur, avec quoi je vais prendre un charter pour aller au Maroc. Donc, c'est pas très facile à défendre d'un point de vue politique. Et puis, deuxièmement, je pense que, en fait, pour faire évoluer les comportements, il y a deux manières. Il y a réglementaire et économique. Donc, réglementaire, c'est de dire, c'est les vignettes automobiles, dire à partir de 4, vous n'avez plus le droit de circuler, terminer, etc. Ça passe mal, quand même, politiquement, il faut bien reconnaître. Et puis, le signal prix, en fait, pour que ça marche, il faut que les gens voient que ça leur revient dans le revenu du ménage. Nous, c'est la proposition qu'on fait, c'est qu'il faut vraiment installer cette idée qu'on va augmenter le prix du carbone, mais que l'argent qui est ramassé, alors pour le chauffage, pour la voiture, etc., ne sert pas à abonder le budget de l'État en général, parce que ça passe pas du tout comme idée. C'est pas un impôt de plus. Il faut que ça revienne aux ménages, et donc que l'énergie leur coûte plus cher, mais qu'ils aient les moyens de changer leur chaudière, isoler leurs fenêtres, etc., etc. Je voudrais poser une question un peu sur l'aspect symbolique du changement climatique. Ce que j'ai beaucoup aimé dans vos différents scénarios, c'est qu'on voit qu'une idée un peu dominante, qui est le centre de la métropole, c'est le truc d'avenir. C'est le truc qui gagne, c'est là où se crée la nouveauté, c'est là où se crée... Et dans vos différents scénarios, finalement, celui... où on continue sur ce mode-là, il y a un centre hyper dense où il y a tout le travail, etc., et puis les autres sont un peu loin, il y a plein de trucs rouges, et qu'on voit plutôt une appétence pour les autres, et symboliquement, le fait de se dire qu'il y a, et vous l'avez dit Hélène Pesquine aussi, sur la richesse des territoires, sur le fait de dire, il y a des choses dans les territoires qui sont divers, mais qui peuvent être riches, qui peuvent donner aussi une richesse à la fois économique, mais aussi symbolique. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on s'aperçoit que les gilets jaunes ne sont pas les plus pauvres. Les plus pauvres sont plutôt au centre-ville, immigrés ou autres au centre-ville, et ce n'est pas ceux forcément qui ont... Donc je me demande s'il n'y a pas, dans ces scénarios, dans ces visions de la relation entre la ville et la campagne, dans ce qui fait un pays, il n'y a pas des éléments symboliques qui sont importants de traiter en même temps que les éléments économiques et environnementaux.
Oui, je suis d'accord. Je donnerai la parole à Hélène après. D'abord, je pense qu'il faut souligner à nouveau qu'il y a quelque chose quand même de difficile à comprendre dans cette attractivité du centre de la métropole. C'est-à-dire que ça ne va pas de soi. C'est-à-dire qu'à l'âge du numérique, en fait, la localisation est moins déterminante. C'est-à-dire que vous pouvez, avec le télétravail, travailler de très très loin, etc. Et pourtant, il y a quand même une concentration. Et les spécialistes de géographie économique appellent ça justement l'effet urbain. Mais l'effet urbain, on ne sait pas ce que c'est. On le baptise comme ça parce qu'en fait, on ne sait pas décrire. Le fait que les gens préfèrent, les startups préfèrent être en centre-ville, etc. Donc il y a quelque chose d'éminemment paradoxal. Mais moi, je pense que donc il y a quelque chose de culturel en fait là-dedans, et que à l'inverse, il y a une redécouverte du territoire. On le sent très bien dans le débat français qu'on a. Et je pense que justement, ces zones bleues qu'on voyait de la France un peu délaissée, des villes comme Nevers, etc., peuvent redevenir attractives justement paradoxalement parce qu'on peut aller y chercher une qualité de vie qu'on ne va plus trouver dans le centre de la métropole. D'autant que quand on regarde les populations, on a quand même, quand on parle du travail, on parle en gros de la moitié de la population, puisqu'il y a à la fois les enfants, et on sait bien que les densités d'enfants sont beaucoup plus grandes en dehors du centre qu'au centre, et les personnes âgées en croissance, pour lesquelles cette question de proximité au travail est quand même, se pose différemment. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais se pose différemment. Excusez-moi, il va falloir passer à l'atelier suivant. Mais comme l'atelier suivant commence à 30, on finit un peu avant. Je peux quand même dire un mot ? Allez-y, allez-y. Je voudrais rebondir sur cette question, cette notion de démographie. Alors effectivement, ça on le constate aussi très fortement dans nos travaux sur les métropoles. Les cœurs de métropole concentrent à la fois les plus riches et les plus pauvres. Et par ailleurs, les périphéries, alors j'aime pas trop parler de périphérie parce que ça donne l'impression que les gens qui habitent dedans sont à la marge et qu'ils ne sont pas considérés de la même manière que ceux qui sont au centre. Enfin bon, historiquement c'est quand même comme ça que la ville s'est constituée, elle s'est étalée en périphérie. Les périphéries, elles aussi, subissent des effets de cycle démographique importants. J'étais au début de semaine à Marne-la-Vallée où ils réfléchissent à leur projet stratégique. Marne-la-Vallée s'est constituée par nappe de lotissement dans les années 70 et 80, dont l'ensemble des propriétaires, aujourd'hui, ont atteint l'âge de la retraite, n'ont plus forcément besoin d'un logement de cette taille, etc. Donc on arrive aussi à un moment où, en même temps qu'on se pose la question du rapport au sol, du rapport à l'artificialisation, de l'épaisseur finalement, de l'intensité aussi de ce que produisent les systèmes, les écosystèmes naturels, on a peut-être une occasion de repenser à la fois du point de vue démographique et du point de vue de la forme urbaine ces espaces de lotissement. Donc, alors, c'est pas pour mettre absolument le projecteur sur ces territoires-là, mais il y a vraiment quelque chose à trouver dans finalement ce qui constitue, encore une fois, la ville d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois son centre et sa périphérie, et qu'on se pose des questions en termes de politique urbaine sur ces territoires. Ben écoutez, merci beaucoup. On va respecter le temps. Juste petite page de pub. Demain à 15h en salle panoramique, on fera un atelier sur le bâtiment 2040, sur lequel il y a pas mal d'éléments cohérents avec ce qu'on a présenté ici. Merci à vous et merci pour vos interventions.